Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Moi, c'est Roxane Tremen et dans cet épisode, je vais vous parler de la disparition d'un étudiant canadien, Kenley Matson. On n'a aucune idée de s'il est mort ou vivant. J'avoue qu'aucune hypothèse ne m'a vraiment convaincue. Alors je me suis plongée pendant des mois dans cette affaire pour tenter d'approcher la vérité et de sensibiliser à cette disparition méconnue. Bref, j'espère que ça vous plaira. Kenley Matson a tout juste 20 ans quand il disparaît du campus universitaire de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'étudiant en biologie a plus de 4 000 $ sur son compte en banque. Il n'y touchera jamais. Fugue volontaire, accident, meurtre. 3 décennies plus tard, le mystère reste entier. Pour les proches de Kenley, c'est un cauchemar sans fin. Sa mère attend qu'un témoin apporte la pièce manquante au dramatique puzzle qu'est devenu sa vie. Ça me rend folle. Où serait-il allé? Que s'est-il passé? Ça ne colle pas. Le samedi 5 septembre 1992, Alan Mason dépose ses enfants sur le campus de l'université d'Acadia. Karen a 18 ans. Elle vient de terminer le lycée. L'aîné, Kenley, a obtenu son diplôme du secondaire 2 ans plus tôt. Depuis, il a travaillé 2 ans dans l'Ouest canadien et a parcouru l'Amérique centrale à moto. Ils font donc leur première rentrée universitaire ensemble. Ils sont proches, ils partagent les mêmes traits fins, la même bouche étroite et surtout une passion pour la nature et les sciences. Kenley s'installe dans la chambre 904 au 9e étage de la tour Cowell. Si de nombreux étudiants sont excités à l'idée de découvrir de nouvelles têtes, d'autres craignent la semaine d'intégration. Le bizutage peut être intense, voire franchement traumatisant. Faire des rencontres, oui. Avoir les yeux bandés et manger des trucs dégueulasses, non. Un peu plus loin dans la chambre 915, Tom Gordon défait aussi ses valises. Le jeune Anglais vient étudier un semestre au Canada. Kenley et lui sympathisent. Quelques jours plus tard, Kenley se rend au barbecue organisé dans une résidence voisine. Peu loquace, il reste assis dans son coin, sa casquette de baseball vissée sur la tête. Immédiatement attiré par ce beau garçon solitaire, Kirsten Tomlinson se présente. Dans les jours qui suivent, Kenley, Tom et Kirsten prennent leur marque. Ils se familiarisent avec les bâtiments du campus, achètent les livres recommandés par leurs professeurs et visitent la ville. Ils découvrent une cascade où ils vont se baigner et y traînent le soir dans un bar local. Quand Kenley n'est pas avec ses nouveaux amis, il lit dans sa chambre, fume des cigarettes et regarde la télévision dans la salle commune. Le vendredi 11 septembre 1992, le trio prend la route. Kirsten a invité les garçons à passer le week-end chez son père à Corcoom Island. Ils arrivent en début d'après-midi. Après avoir déposé leurs affaires dans la grande maison, ils se rendent dans un bar de la ville la plus proche, Lunenburg. En fin de soirée, les 3 étudiants vont danser dans un club local. Quand ils se réveillent le lendemain, l'air est doux pour un début d'automne. Au fond du jardin, les Tomlinson ont leur propre ponton qui donne sur l'Atlantique. Les étudiants plongent dans l'eau fraîche et font le tour de l'île en jet ski. Leur escapade a un goût de paradis. Le soir, ils dînent avec le père de Kirsten, sa compagne et des amis à eux. Un peu d'herbe aurait circulé autour du feu. Le lendemain, la météo est encore clémente. Alors avant d'entamer le chemin du retour, ils traînent un peu et démarrent une dernière fois le jet ski. La semaine suivante, Kenley assiste à tous ses cours. Inscrit en licence de biologie, sa première année s'annonce interdisciplinaire. Du lundi au vendredi, il se présente donc dès 8h30 en salle de chimie et de mathématiques. Le jeudi 17 septembre, Chris Hartley tombe sur Kenley dans la rue principale de Wolfville. Tous deux se connaissent bien, ils faisaient partie du même groupe d'amis au lycée. Kenley vient du parking d'une station-service située au nord-est de la ville, près de la voie ferrée.
un endroit plutôt isolé. Kenley dit qu'il est venu faire sa lessive à la laverie. Pourtant, il ne semble pas attendre. Il ne porte pas de panier à linge. Et puis, il y a des machines à laver dans sa résidence. Mais sur le coup, Chris n'y prête pas attention. Il propose à Kenley de le ramener en voiture à la tour Crowell, située en haut d'une côte. En chemin, les deux garçons s'arrêtent au magasin d'alcool pour se ravitailler. Le vendredi 18 septembre, une fête est organisée au rez-de-chaussée de la tour Crowell. Les étudiants comptent bien évacuer le stress de cette première semaine de cours. Des cris de joie s'échappent des couloirs et des chambres, où de petits groupes se réunissent à la manière de sportifs s'échauffant avant une compétition. Selon les témoins, Kenley est déjà saoul quand il rejoint la fête au rez-de-chaussée. L'enchaînement des événements est flou, à hauteur de la quantité d'alcool ingérée ce soir-là par les étudiants. D'ordinaire réservé, Kenley aborde des filles et met en colère leurs petits amis ou prétendants. Il fait une si mauvaise impression que Kyrene, qui passe le week-end à Halifax, en entendra parler en revenant sur le campus. Le samedi 19 septembre, personne ne croise Kenley. Le lendemain, il retire 20 $ à un distributeur de la rue principale de Wolfville. Vers 16h, Kyrene le rejoint dans sa chambre. Son frère est assis sur son lit, silencieux, les genoux remontés près de son torse. Il a l'air d'avoir la gueule de bois, peut-être même des remords. Comme ils ont cours de mathématiques ensemble le mardi matin, Kyrene et Kenley prévoient de se retrouver lundi soir pour étudier. Le rendez-vous est pris. Kyrene quitte le 9e étage de la tour Crowell. C'est la dernière fois qu'elle voit son frère. Le lundi 21 septembre à 9h30, Kyrene s'attend à croiser son frère à la sortie d'une salle de chimie car il accourt juste avant elle. Quand une amie sort de la classe, Kyrene l'interroge. « A-t-il assisté au cours ? » ? « Non, il est absent. » Vers 14h40, Tom Gordon marche dans la rue principale de Wolfville. Il revient du distributeur de la Banque Royale et se dirige vers le campus. Le jeune Anglais avise alors Kenley, qui marche en sens inverse sur le trottoir d'en face, sa casquette de baseball enfoncée sur le crâne. Tom le salue de loin, persuadé qu'ils vont se retrouver plus tard dans leur résidence. Vers 17h, la mère de Kenley, Sarah McDonald, compose le numéro du téléphone disponible pour les résidents du 9e étage. Elle veut demander à son fils ce qu'elle doit faire de son courrier reçu à l'adresse familiale. Un étudiant décroche le combiné. Quand Sarah demande à parler à Kenley, on lui répond qu'il est probablement descendu manger. Toujours vers 17h, Tom Gordon sort de la salle de sport située au sud du stade de l'université. Il aperçoit de nouveau Kenley, qui se dirige vers l'ouest de la ville. Kenley porte un jean, une casquette de baseball violette et un sac à dos rouge et noir. En fin d'après-midi, Kyrene tente à son tour de joindre son frère pour les mathématiques qu'ils devaient réviser ensemble, mais sans succès. Entre 21h et 22h, le responsable d'étage, Todd Barker, a un papier à lui faire signer. Il frappe à la porte de la chambre 904, que Kenley en trouve de quelques centimètres. Le jeune homme semble repasser des vêtements. Todd ne s'attarde pas et repart une fois le document signé. Le mardi 22 septembre, Kenley ne se présente pas au cours de mathématiques. Sa sœur tente de le joindre à plusieurs reprises, et leur mère aussi. Quand Kenley manque le cours du mercredi matin, Kyrene commence à s'inquiéter. Elle croise Mike Hussey sur le campus et lui demande s'il a vu son frère. Malgré sa prise de bec avec Kenley à la fête, Mike propose d'aller le chercher dans sa résidence. En arrivant devant la chambre 904, ils avisent à un post-it laissé sur la porte « Appelle ta mère, appelle ta sœur ». Au même moment, Todd Barker les rejoint. Il a l'air inquiet. Alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte avec son passe-partout réservé aux urgences, il sous-entend le pire. « Je ne sais pas à quoi m'attendre ». Quand la porte s'ouvre, Todd semble soulagé. Kenley ne s'est visiblement pas suicidé dans sa chambre.
Karen inspecte les lieux. Le placard est ouvert, ses vêtements sont bien là. Le lit est défait. Sur le bureau, trône une pile de livres de science et un cendrier plein de mégots de cigarettes. Dans la salle de bain, ses affaires de toilette sont éparpillées sur le lavabo. Son sac de voyage est là, avec son passeport. Rien ne laisse supposer un départ volontaire. On dirait juste que Kenny s'est absentée pour aller manger. Karen retourne alors à son dortoir et appelle leurs parents. Le vendredi 24 septembre, le père de Kenley signale sa disparition à la police de Wolfville. Les policiers municipaux s'intéressent d'abord au passé du jeune homme. Il a beaucoup voyagé. C'est un aventurier capable de traverser le Canada en moto et de faire du stop au Mexique. Les policiers s'intéressent aux passagers des bus et des avions et font diffuser son signalement à la radio. Ils accèdent également à la chambre 904, dans laquelle ils ne remarquent aucune trace de lutte ni de sang. Sur un journal, une annonce d'emploi de Greenpeace semble avoir été découpée. Le job parfait pour un baroudeur idéaliste de 20 ans qui voudrait échapper à la pression universitaire. Dans les semaines puis les mois qui suivent, Karen fait des allers et retours entre le campus et le poste de police local. Elle ne réalise pas vraiment que son frère a disparu. Les policiers ne semblent pas inquiets. Il n'y a pas d'enquêteur attitré à l'affaire. Il se repasse le bébé d'un shift à l'autre. Les policiers ne fichent pas la chambre et n'interdisent pas son accès. Ils ne font pas non plus d'inventaire et ne prennent aucune photo. Au mois de novembre, les parents de Kenley viennent récupérer ses affaires. Il n'y a maintenant plus aucune trace de son passage à Acadia. Les proches de Kenley ont des avis partagés sur sa disparition. Tom Gordon dit aux policiers qu'il est peut-être retourné en Amérique du Sud. Ses compagnons de voyage supposent eux aussi qu'il est reparti à l'aventure. Mais sa famille pense qu'il n'aurait jamais quitté l'université pour un emploi précaire à Greenpeace. Surtout sans prévenir. Un avis partagé par ses amis de lycée. Mais dans la petite ville, les rumeurs enflent. On parle de suicide ou d'accident, car Wolfville longe la baie de Fundy, où alternent les plus grandes marées du monde. On imagine une rencontre homosexuelle qui aurait mal tourné. On dit qu'il se serait frotté aux mauvaises personnes, des policiers ripoux ou des étudiants d'Acadia. En désespoir de cause, les policiers font appel aux voyants. Kenley serait mort dans les bois, le long de l'autoroute transcanadienne ou près d'un cours d'eau, tué à coups de batte de baseball ou même poussé dans un ravin. Car, sous des airs de cartes postales, les paysages du Nouvelle-Écosse regorgent d'endroits parfaits pour faire disparaître un corps. Le 21 juillet 1993, vers 4 heures du matin, Sarah et Karen sont réveillées par la sonnerie du téléphone. Sarah décroche et une voix d'homme répète « Tu ne veux pas me parler ». Quand elle demande à son interlocuteur de se présenter, il raccroche. Elle pense à Kenley, comment faire autrement, mais ne reconnaît pas sa voix. La police installera un traceur sur le téléphone fixe de la maison familiale de Cap-Breton, mais l'individu ne rappellera jamais. Quelques mois après la disparition de Kenley, son oncle Alexander Matheson marche dans l'aéroport d'Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. Alors qu'il passe devant un bar où patientent des voyageurs, il aperçoit un jeune homme accoudé au comptoir. Il a une casquette de baseball sur la tête et un verre de bière à la main. Leurs regards se croisent un instant. Quelques mètres plus loin, Alexander s'arrête et fait demi-tour. Il a l'impression d'avoir vu Kenley et veut en avoir le cœur net. Mais quand Alexander rejoint le bar, le client a disparu. Son verre est toujours sur le comptoir, à moitié plein. La bière est encore fraîche. Alexander parcourt le hall, vérifie les toilettes et rejoint au pas de course la sortie de l'aéroport. Mais rien. Le mystérieux jeune homme a disparu. En août 1993, Ian Stilwell contacte la police après avoir vu la fiche de disparition de Kenley, son ami d'enfance. Il assure l'avoir croisé 4 mois plus tôt, en plein centre d'Halifax. Quelques mois plus tard, Kenley aurait de nouveau été vu à Halifax. Un vendredi ou un samedi soir, James Pinot fait la queue au Palace, un club branché de centre-ville.
Il sympathise avec un jeune homme à côté de lui. L'inconnu lui dit qu'il étudie à Acadia et qu'il est venu à Halifax pour le week-end. Ils échangent des banalités. Quand James Pinot retourne à l'université le lundi matin, il interpelle son ami Wendell McKinnon. « J'ai croisé quelqu'un qui te connaît, un cousin à toi. » Mais Wendell a beau réfléchir, il ne voit pas de qui il s'agit, jusqu'à ce que James insiste et décrive son interlocuteur. Incrédule, Wendell lui tend alors une photo de Kenley. James est affirmatif. Il s'agit bien du jeune homme qu'il a rencontré à Halifax 2 jours plus tôt. Imaginez sa surprise quand il apprend que Kenley a disparu depuis 1 an et que tout le monde le cherche. Février 1993. Il fait nuit. Cynthia McKinnon est seule dans sa maison de London, en Ontario. Un jeune homme fait du porte-à-porte pour Greenpeace. Malgré la nuit, et contrairement à ses habitudes, elle laisse entrer ce visiteur aux traits d'ange et bourré d'idéaux qui lui inspirent confiance. Il a la vingtaine, les cheveux bruns et porte une casquette. Il est très beau. Cynthia et lui discutent une vingtaine de minutes. Quand il la remercie et s'évapore dans la nuit neigeuse, la jeune femme reprend le cours de sa soirée. En août 1998, Cynthia et son mari rendent visite à des proches dans la ville de Cap-Breton. Au détour d'un repas, Cynthia promène son regard sur des photos de sa belle famille accrochées au mur. Un portrait l'intrigue. Celui d'un beau jeune homme qu'elle est sûre d'avoir déjà rencontré. Quand elle demande son nom, l'atmosphère change. On lui répond qu'il s'agit d'un neveu, Kenley Matson, disparu depuis 5 ans. Cynthia fera finalement le lien avec l'employé de Greenpeace. Elle présentera même sa photo au bureau de l'ONG à London, en Ontario, où on lui dira qu'il est possible qu'il ait travaillé pour eux. Mais cette piste s'arrêtera là. En 2000, la RCMP, c'est le nom pour la police canadienne, demande à Sarah de leur donner un objet sur lequel ils pourraient prélever l'ADN de son fils. Les enquêteurs ont un suspect, un probable tueur en série, Andrew Paul Johnson. Ils assurent à Sarah que ce dernier se trouvait à Corkum Island le week-end du 12 septembre 1992. Il était chef cuisinier au Zwicker Inn de Lunenburg, dans la ville où sont sortis Kirsten, Tom et Kenley le vendredi 11 septembre. Andrew Paul Johnson et sa petite amie auraient campé dans le parc naturel des Auvents ce week-end-là et, pire, dîné dans la maison de Ralph Tomlinson, le père de Kirsten. Andrew Paul Johnson avait aussi une voiture dont il s'est débarrassé le 1er octobre 1992. Mais comment les policiers ont-ils fait le lien entre cet homme et la disparition de Kenley ? Retournons dans le passé. En 1992, Andrew Paul Johnson a 33 ans. Il traîne, plutôt la nuit, dans des quartiers rongés par la drogue en Nouvelle-Écosse. Il achète les services des travailleuses du sexe et appelle les dealers par leur prénom. Andrew Paul Johnson reste en liberté malgré un casier fourni. Cambriolage, harcèlement, menaces, attouchement sur mineur, atteinte à la pudeur, traque d'une ancienne compagne et violence conjugale. En octobre 1997, alors qu'il est en liberté conditionnelle avec interdiction d'approcher des petites filles, Andrew Paul Johnson quitte la Nouvelle-Écosse pour la Colombie-Britannique. Quelques jours après son arrivée dans la province occidentale, les policiers de Nanaimo sont sur les dents. Ils recherchent un homme qui a tenté d'enlever des fillettes à 3 reprises dans la même journée. Le suspect se ferait passer pour un policier. Quelques heures après la dernière tentative, un officier en service aperçoit une voiture correspondant au signalement. Le conducteur fait visiblement une pause pour se soulager en bord de route. Alors le policier opte pour un contrôle d'identité. L'homme s'appelle Andrew Paul Johnson. Et il garde captive sur la banquette arrière une jeune femme atteinte d'un handicap mental. Dans son véhicule, les officiers trouvent des éléments plus qu'inquiétants. Du scotch, des masques, des menottes, un couteau à viande sous le siège conducteur, une fausse carte de police, des magazines pornographiques et des accessoires que les autorités qualifieront de kits de viol.
Andrew Paul Johnson est jugé et condamné en Colombie-Britannique pour enlèvement et tentative d'enlèvement. Dans le même temps, en Nouvelle-Écosse, le psychiatre qui suivait Andrew Paul Johnson dans le cadre d'un programme pour délinquants sexuels alerte la police du Canada. Avant de quitter la province, le pédophile a rendu un exercice d'écriture dans lequel il décrit le viol et le meurtre de Kimberly McAndrew, une jeune femme disparue après le travail en plein centre d'Halifax le 12 août 1989. Alors, les policiers s'interrogent. Est-ce qu'il serait responsable d'homicide et de disparition aux alentours d'Halifax? Car en Nouvelle-Écosse, les affaires irrésolues ne manquent pas. Andrew Paul Johnson devient le suspect principal dans la disparition de Kimberly McAndrew en 89, le meurtre d'Andrea King en 1992 et celui de Stephen Michael Hall en 1996. Les deux jeunes filles ont été enlevées à Halifax et Stephen à Chester, une petite ville située à 60 km de là. Andrew Paul Johnson connaît parfaitement la région, il a grandi à Halifax. Et bien qu'il soit connu pour agresser des petites filles, il admet aussi être excité sexuellement par les hommes. D'ailleurs, Andrew Paul Johnson a déjà eu des relations homosexuelles et rien ne dit qu'elles étaient consenties. Au total, la région d'Halifax compte une 50aine d'affaires de meurtres et de disparitions irrésolues. Dans les années 2000, les enquêteurs de Nouvelle-Écosse tentent donc de lier le pédophile aux affaires locales. Mais il faudra attendre l'année 2013 pour que la maison de son frère à Shad Bay soit fouillée durant 3 jours, sans succès. En 2016, Andrew Paul Johnson accepte sa première interview. Le journaliste et réalisateur Ron Lamotte lui rend visite en prison et l'interroge. Est-ce qu'il connaît Andrea King? Non, mais il se souvient de son nom. Et Kimberly McAndrew? Non, mais il se souvient aussi de son nom. Est-ce qu'il sait qui est Stephen Michael Hall? Non. Et Kenny Matson? Toujours non. Se souvient-il avoir campé dans la réserve naturelle des Ovens? Ah oui, il adorait le plein air. A-t-il dîné avec sa petite amie chez Ralph Tomlinson à Corcombe Islands en 1992? Non, ça ne lui dit rien. Il connaît pas Corcombe Islands. D'après lui, les policiers prétendent le suspecter juste pour le garder sous les verrous. Depuis quelques années, Andrew Paul Johnson demande régulièrement sa libération. L'instance judiciaire en charge de lui répondre a successivement refusé en décembre 2015, mai 2017, novembre 2017, mai 2019, juin 2021 et novembre 2023. On lui reproche de continuer à minimiser ses actes. Un journaliste du Chronicle Herald rapporte la note jointe à la récente décision de 2023. Johnson reconnaît qu'il est, je cite, au début de l'apprentissage consistant à répondre intérieurement seulement à la présence d'individus qui ressemblent au profil de ses victimes. Et ça donne pas vraiment envie de le libérer. Sarah n'exclut pas une rencontre entre Andrew Paul Johnson et son fils. Kyrene confirme, les deux hommes ont peut-être sympathisé lors d'une rencontre à Corcombe Islands. Johnson aurait pu se rendre à Wolfville la semaine suivante et inviter Kenley à faire un tour en voiture. Kirsten Tomlinson n'est pas plus rassurante puisqu'elle admet que la maison de son père était plutôt ouverte à tous. Quant à Tom Gordon, il se souvient de l'accueil plutôt froid du père de Kirsten et d'un autre homme le soir de leur arrivée sur l'île. Même Andrew Paul Johnson finit par hésiter. Qui sait, peut-être que j'y étais. Depuis leur appel à Sarah McDonald il y a 23 ans, les policiers n'ont jamais confirmé qu'ils soupçonnaient Andrew Paul Johnson dans l'affaire de la disparition de Kenley Matson. Quand Kenley Matson disparaît en septembre 1992, la chronologie des faits paraît limpide. Le vendredi 19 au soir, une fête a lieu dans sa résidence. Le samedi 19, personne ne le croise, ou personne ne fait attention à lui. Le dimanche 20, Kyrene retrouve Kenley dans sa chambre. Le lundi 21, Tom le voit une première fois à 14h40 dans le centre-ville, puis une seconde fois vers 17h à proximité de la salle de sport. Entre 21h et 22h, Todd, le responsable d'étage, frappe à la porte 904. Une fois le fameux document signé,
Kenley s'évapore. Dans les mois qui suivent sa disparition, Sarah et Karen s'interrogent. Pourquoi Todd aurait vu Kenley le lundi soir alors qu'il ne s'était présenté à aucun cours dans la journée? La logique voudrait qu'il ait signé le papier le dimanche soir. Mais malgré leur insistance, le responsable d'étage est sûr de lui. Pourtant, 2 ans plus tard, Todd Barker change sa version des faits. Il a frappé à la porte 904 le dimanche soir et non plus le lundi. En fait, il s'est trompé. Il n'est plus le dernier à avoir vu Kenley vivant. Tom Gordon est maintenant l'ultime témoin. Au sujet de ce dernier, les policiers ne cachent pas leurs doutes. L'un d'eux a écrit noir sur blanc dans son carnet « Ni moi, ni mon collègue n'étions convaincus par la déposition de Thomas Gordon. » Les policiers ont la sensation qu'il leur cache quelque chose. Pourquoi Tom décrit de façon détaillée les vêtements que Kenley portait à 17h alors qu'il était à distance au niveau de la sortie de la salle de sport? Est-ce que Tom prétend avoir croisé Kenley près d'un distributeur de billets pour rendre son histoire plus crédible? Est-ce bien Kenley qui a déposé 20 $ à la banque ce jour-là? Pourquoi un tel dépôt alors qu'il a déjà la rondelette somme de 4 000 $ sur son compte? Pourquoi Tom a-t-il mentionné le magasin Nolan's Canteen, l'endroit où s'arrête le bus à destination des villes voisines? Suggérait-il aux policiers, de manière plus ou moins subtile, un départ volontaire, comme quand il a mentionné l'Amérique du Sud? Il affirme avoir prié le dimanche soir à la chapelle de l'université. Est-ce un alibi monté de toutes pièces? En 2016, à l'occasion des interviews de Kirsten et Gordon par Ron Lamotte, le réalisateur, une nouvelle version des faits émerge. D'abord, Tom Gordon nie avoir croisé Kenley 2 fois le lundi 21 septembre 1992. Oui, il l'a bien vu sur la rue principale peu avant 15h, proximité du distributeur. Kenley marchait sur le trottoir d'en face en sens inverse. Mais non, il l'a pas vu à 17h près de la salle de sport, ni à proximité de Nolan's Canteen, l'arrêt de bus. Puis Kirsten Tomlinson semble tomber des nues quand on lui rappelle qu'elle a déposé la casquette de Kenley au poste de police 5 mois après sa disparition. Elle ne se souvient ni de l'avoir retrouvé à Corcom Island, comme elle l'avait dit aux officiers, ni de la leur avoir apportée. J'ai fait ça? Oh, je m'en souviens pas. Waouh, sa casquette. Il n'avait même pas sa casquette. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus de ça. Waouh. Ron Lamotte interroge Tom à ce sujet, mais il ne se souvient pas non plus de cette histoire de casquette. Kirsten raconte aussi un événement étrange. Le lundi 21 ou le mardi 22 septembre, Tom et elle se seraient inquiétés de ne plus croiser Kenley. Ils auraient alors demandé à Todd Barker, le responsable d'étage, de leur ouvrir la chambre 904 pour vérifier. Kirsten se souvient avec clarté de la scène. Au pied du lit, elle a vu le sac à dos noir et rouge de Kenley, celui qui l'accompagnait partout, dans lequel il mettait ses livres et ses notes de cours. Paraissant noyée dans ses souvenirs, Kirsten répète « ce sac, ce sac », toujours sans qu'aucune larme ne coule. Mais la version de l'ancienne étudiante est mise à mal par Tom Gordon et Todd Barker. Ce dernier est catégorique, il n'a accédé qu'une seule fois à la chambre 904 et c'était avec Karen le mercredi 23 septembre. Il n'aurait pas trahi la confiance des étudiants en utilisant son passe-partout à répétition. Mais d'après lui, les portes s'ouvraient avec un simple couteau à beurre et tout le monde le savait. Quant à Tom Gordon, il est formel. Il n'a pas visité la chambre de Kenley avec Kirsten. Jamais. Il ne se souvient pas avoir approché Todd Barker. D'ailleurs, seule Kirsten se souvient de la présence du sac à dos rouge et noir de Kenley au pied du lit. Ni les policiers, ni Karen ne l'ont vu. La famille Mason n'a jamais récupéré ce sac. Il semble qu'il ait disparu avec son propriétaire. Les enquêteurs ne cachent pas leur scepticisme face aux réactions de Kirsten Tomlinson et de Tom Gordon. Cacherait-il la trace d'un triangle amoureux qui aurait mal tourné?
Tom admet avoir été attiré par Kirsten à cette époque. Elle a dormi dans son lit le vendredi soir de la fête à la Tour Crowell, mais ils sont finalement restés amis. Le mercredi 23 après-midi, Tom et Kirsten se sont rendus à New Minas pour faire développer des photos. Ils ont aussi nettoyé la voiture de la jeune femme. Un autre élément intrigue les enquêteurs. Tom Gordon les a contactés 2 fois depuis la disparition. Le 12 juin 2001, il leur demande une première fois s'ils ont de nouveaux éléments et, je cite, une preuve de la mort de Kenley. Le 1er octobre 2002, il les contacte de nouveau. Les policiers se méfient de ce genre de comportement. Est-ce qu'ils souhaitent retrouver la trace de Kenley ou plutôt se tenir informés des avancées de l'enquête? Le réalisateur Ron Lamotte engage un détective privé pour filer Tom durant le tournage du documentaire. Un midi pluvieux, Tom gare sa voiture sur un parking qui donne sur le bassin des mines, au niveau de la ville de Walton. Il entre dans un restaurant, déjeune, puis revient dans sa voiture et reste de longues minutes à regarder le lac. Tom retourne ensuite à l'intérieur, ressort de nouveau et se réinstalle dans son véhicule. Pendant 20 minutes, il fixe l'étendue d'eau. Puis, il quitte sa voiture et reste debout face au lac, sans fumer de cigarette ni prendre de photos. Est-ce un comportement suspect? Ou juste l'attitude d'un homme qui revient nostalgique sur les lieux de sa jeunesse? Malgré l'insistance de la famille de Kenley, la police garde confidentielles les déclarations originelles de Kirsten Tomlinson, Tom Gordon et Todd Barker. Ils ont tous les 3 passé avec succès un polygraphe. En 2012, le département de justice de Nouvelle-Écosse promet 150 000 $ pour toute information qui permettrait de résoudre l'affaire. Tom Martin est un ancien policier de Wolfville devenu détective privé. Il a été engagé par la famille Masson pour tenter, enfin, de retrouver Kenley. Le 1er juillet 2016, Tom Martin leur annonce que de nouveaux témoins se sont manifestés. Il s'agit de 2 femmes et d'un homme de la même fratrie. Il dénonce un neveu. Et même si aucun témoin ne souhaite parler à la police, le détective les prend au sérieux. Les 2 sœurs ont déjà témoigné pour la firme du détective, mais leur frère ne s'est pas présenté au rendez-vous. Il aurait des problèmes avec l'alcool. Pourtant, c'est lui le témoin direct. Ses sœurs ne font que rapporter ses propos. Tom Martin fixe donc un rendez-vous au Madison le 8 juillet. Il leur confiera le nom du meurtrier et l'emplacement du corps. Kewin insiste, sa mère et elle ont trop souffert, elles ne supporteront pas de faux espoirs. Mais le détective la rassure, son témoin sait où se trouve Kenley. Le 7 juillet, Sarah reçoit un email de Tom Martin. Sur le conseil de ses avocats, le rendez-vous prévu le lendemain est en fait annulé. Le détective doit d'abord fournir les informations à la police, même s'il a précisé aux enquêteurs qu'il se devait d'informer ses clients sous 30 jours. Sarah est morte d'inquiétude. Et si le suspect apprenait qu'on le soupçonne? Et s'il allait déplacer le corps de Kenley? Attendre, c'est diminuer les chances de retrouver son fils. Le 8 juillet, Sarah compose le numéro attribué au service pour les crimes irrésolus du département de justice de Nouvelle-Écosse. À 3 reprises et durant les horaires d'ouverture, elle tombe sur le répondeur. Le même jour, Tom Martin appelle les Matson. Il a rendez-vous dans 6 jours avec l'officier en charge des crimes en Nouvelle-Écosse. Il ne peut pas faire plus vite. L'officier, qui n'a jamais entendu parler de Kenley ou de sa disparition, est en vacances. En fin de journée, Sarah appelle Troy Allen, son contact au poste de police local. Elle est désespérée. La police doit absolument interroger le suspect et préserver la scène de crime. Au bout du fil, Troy Allen est sur la réserve mais convient d'appeler Tom Martin pour en savoir plus. Avant de raccrocher, la mère de Kenley fait promettre aux policiers qu'elle pourra aller sur les lieux et toucher les restes de son fils. Les Masson n'ont jamais été aussi près du but. Mais le policier rappelle Sarah et douche ses espoirs en quelques mots. Les informations que détient Tom Martin ne permettent pas d'interpeller et d'interroger quelqu'un, encore moins de lancer des fouilles. 30 jours passent.
les Madsen sont sans nouvelles de la police et du détective privé. Le 18 août, Kevin est à bout de nerfs. Son père a parlé aux enquêteurs quelques jours plus tôt. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas d'affaire. Ils n'ont pas retracé la piste de la personne accusée par ses proches et n'estiment pas ça nécessaire. Le 2 décembre 2016, Sarah Mason appelle sa fille. Ça y est, elles ont enfin un nom. Jason Kinney. Et la police a dit qu'elle allait fouiller un ravin à l'aide d'un chien. 6 jours plus tard, comme prévu, des policiers font des recherches sur le terrain de la propriété familiale des Kinney à Wolfville, mais sans chien. La semaine suivante, Tom Martin transmet enfin le dossier, qui comprend les enregistrements vidéo des révélations des 3 témoins, aux Madsen. Les témoins sont en fait 2 sœurs qui s'appellent Sandy et Selina, et un frère, Randy. En fait, ils sont frères et sœurs de la mère du suspect, Jason Kinney. Suzanne, la mère de Jason Kinney, soupçonnerait son fils d'avoir tué le garçon disparu à Acadia en 1992. Au milieu des années 2000, elle se serait confiée à Randy, donc son frère, avant de lui demander d'en parler, d'aborder le sujet avec Jason. Randy aurait alors confronté Jason qui n'aurait pas avoué le meurtre, mais lancé avec un sourire satisfait, ils ne le retrouveront jamais. Peu de temps après cette conversation, Randy se serait confié à Selina qui, en 2016, en parle à la dernière de la fratrie, Sandy. Les 2 sœurs, ne pouvant garder ce secret plus longtemps, ont contacté Crime Stoppers, une organisation qui aide la police à arrêter des criminels, puis le cabinet du détective Tom Martin. Devant la caméra, Selina demande « Vous savez qu'il a été opéré pour changer de sexe ? Il se présente comme une femme à présent. » Puis elle relate la conversation qu'elle a eue avec son frère Randy 10 ans plus tôt. « Tu crois que Jason a changé de sexe pour énerver son père ? » ?»« Non, il l'a fait pour être quelqu'un d'autre, pour ne plus être ce qu'il était. » »« Pourquoi ferait-il ça ? » ?»« Tu le ferais peut-être aussi si t'avais fait ce qu'il a fait. » »« Mais qu'est-ce qu'il a fait ? » ?»« Tu te rappelles du jeune homme qui a disparu ? Bah, c'est Jason. » »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Jason l'a tué. » »« Comment tu le sais ? » ?»« Jason me l'a dit. » »« Tu crois qu'il l'a jeté dans le puits aux poulets ? » En 1992, Jason aurait tué Kenley parce qu'il s'intéressait à la même fille. D'après Randy, son neveu se serait débarrassé du corps de Kenley sur la propriété familiale des Kinney, dans un ravin de plusieurs centaines de mètres, ou bien dans ce qu'ils appellent le puits aux poulets. Le 14 décembre 2016, Sarah Mason visite le ravin identifié par Randy Saunders. Elle marche dans la neige épaisse, se penche et remue quelques branches. Ses cheveux sont gris depuis plusieurs décennies, ses traits sont tirés. Elle espère que c'est la fin du cauchemar et confie « Je ferai n'importe quoi pour retrouver Kenley. J'irai n'importe où pour le trouver. » Le 23 mai 2017, les premières recherches avec un chien commencent. Troy Allen a donné rendez-vous à Sarah à l'entrée de la propriété des Kinney. Un maître chien et son berger belge venus pour l'occasion restent 70 minutes sur les lieux. Ils parcourent une surface de moins de 3 hectares qui n'inclut ni le ravin, ni le fameux puits aux poulets. Troy Allen n'a pas demandé au propriétaire de la ferme, John Kinney, qui est en fait l'oncle paternel de Jason Kinney, l'autorisation d'entrer dans la propriété. Sarah hallucine. Elle insistait depuis des semaines pour que Troy obtienne cette autorisation. Et en fait, il l'a même pas demandé. Et maintenant, il va pouvoir affirmer qu'ils ont recherché Kenley. La propriété des Kinney forme une surface triangulaire de plus de 16 hectares. La ferme, transmise de génération en génération,
est situé à moins de 2 km à vol d'oiseau de la tour Crowell. En 1992, les Kenny élèvent des volailles. Selina se souvient de 5 ou 6 granges en bois, composées chacune d'un rez-de-chaussée et d'un étage. 30 000 volailles en bas, 25 000 volailles en haut. Dans ces conditions, le taux de mortalité est évidemment élevé. Les Kenny avaient donc fait des trous dans le mur des 2 étages de chaque grange afin d'évacuer les cadavres, les viscères et les déjections. Le tout tombait sur le sol. Selina parle d'un énorme puits aux poulets. Elle ne se souvient pas de la profondeur, seulement de l'odeur. L'endroit parfait pour se débarrasser d'un corps. Sa sœur Sandy confirme l'angoisse que leur inspirait ce trou. Il était profond et s'étendait sur un diamètre d'une dizaine de mètres. Randy a lui aussi été très marqué par ce puits aux poulets. En 2017, John Kenny et sa femme acceptent de faire visiter la ferme aux Matson. Ils accueillent chaleureusement Karen et son conjoint. Les poulets ne sont plus là depuis longtemps, John Kenny préfère cultiver les plantes. En approchant d'une vieille grange, Karen aborde la question du puits. Mais John est catégorique, il n'y a jamais eu de puits aux poulets. Bien sûr, il regroupait les cadavres et les déjections, mais il ne s'agissait pas d'un trou, juste une surface à l'air libre. La pile de déchets organiques était régulièrement recyclée, utilisée comme engrais dans la ferme. Erin Smith habite une maison américaine modeste. L'intérieur est étroit, les murs sont couverts de lambris et la décoration plutôt vieillotte. Erin est grande, forte, et dans ses traits, on devine ceux du jeune Jason Kenny. Visiblement méfiante, elle a ouvert sa porte à Sarah Matson. Erin, Sarah et le journaliste Ron Lamotte sont tous les trois assis sur des canapés en velours dans le salon. L'ambiance est pesante. La mère de Kenny multiplie les efforts pour mettre à l'aise leur hôte. Pour faire parler Erin, Sarah doit obtenir sa confiance. Puisque les policiers ne le font pas, c'est sa seule chance de connaître la vérité. Erin a bien été contactée par la police pour être interrogée. Mais c'est la première fois qu'elle entendait parler de la disparition de Kenny Matson. De Kenny tout court. En 1992, elle ne vivait pas sur le campus. Ses parents habitaient à Wolfville et elle se rendait à l'université à vélo. Quelques semaines après la rentrée, Jason Kenny, a emménagé avec sa petite amie de l'époque à New Minas. Elle passait ses week-ends à jouer à Donjons et Dragons. N'était pas du genre à faire la fête et n'a jamais pris de drogue. Elle aurait un QI de 173. Ses amis et elle se retrouvaient pour échanger, je cite, leurs grandes idées. Puis elle conseille Sarah. Quelqu'un dira quelque chose un jour, mais en attendant, vous devez vivre votre vie. Vous savez, rentrer à la maison avec le sourire. Vous devez travailler à ça maintenant, travailler sur vous. Vous vous êtes concentré sur ça pendant 25 ans. Si votre fils vous regarde de là-haut, il veut que vous soyez heureuse, que vous viviez votre vie. Il ne veut pas que vous passiez votre vie entière sur cette histoire. Erin soupçonne en fait sa propre mère de l'avoir accusée à tort. En effet, son oncle paternel, Mike Kenny, policier, aurait eu accès au dossier de la disparition de Kenny. Il aurait donné à Erin les noms des personnes impliquées dans la dénonciation, c'est-à-dire sa mère, Suzanne, Randy, Selina et les enfants de cette dernière. Au passage, son oncle policier lui aurait conseillé de refuser le polygraphe. Le frère d'Erin, Toby, a lui aussi changé de sexe. Il se souvient de quand il était encore Sally, la petite sœur de Jason. Ok, c'est difficile de ne pas s'y perdre, mais accrochez-vous, on a fait le plus dur. Un soir de 1992, la nouvelle de la disparition de Kenny passa au journal télévisé dans la maison familiale. Leur mère aurait demandé à Jason, qui allait à toutes les soirées étudiantes, s'il connaissait le jeune homme. Jason aurait craché « Cet enfoiré, il a dragué la copine du mauvais gars. » Il est enterré dans une grotte dans les montagnes de Melanson. En 2017, la police publie un dessin vieilli de Kenny pour le 25e anniversaire de sa disparition.
En 2019, Erin Smith accepte finalement de passer un polygraphe. En 2022, le documentaire de Ron Lamotte est diffusé pour la première fois. Il permet la médiatisation de la disparition de Kenley et fait pression sur les autorités pour la résolution de l'affaire. Les proches de Kenley reçoivent de nombreuses marques de soutien et multiplient les événements pour continuer de mobiliser la communauté. La même année, la propriété des Kenny est vendue à un promoteur immobilier. L'ensemble des bâtiments et de la végétation est rasé. Le 13 juin 2023, un chien flaire la trace de restes humains dans les montagnes de Melanson, situées à moins de 10 km de Wolfville. Le 29 août, après 3 jours de fouilles infructueuses impliquant le bureau du coroner de Nouvelle-Écosse, le département d'anthropologie de l'université de Saint-Thomas et le département de géologie et de sciences environnementales de l'université d'Acadia, la police annonce la fin des recherches. Quand Kenley s'évapore en septembre 1992, les policiers pensent d'abord à une fugue. Il vient de passer 2 ans à parcourir l'Amérique et semble autant apprécier son indépendance que l'aventure. Il a planté des arbres en Colombie-Britannique, travaillé dans un hôtel, parcouru le Mexique, le Guatemala et le Belize. Kenley a aussi marché aux côtés d'une célébrité dans le monde de la protection de la biodiversité, Paul Coleman. Il se moque du confort et préfère les sacs à dos aux valises et le camping aux hôtels 5 étoiles. Son aversion pour la semaine d'intégration conforte les policiers. Et si la pression universitaire était trop forte et qu'il avait mis les voiles? Et si la dispute à la fête le vendredi soir avait été l'élément déclencheur? Et si il n'avait jamais quitté la Nouvelle-Écosse, comme l'assurent les témoins persuadés de l'avoir vu à Halifax? Mais si son caractère rend vraisemblable l'hypothèse de la fugue, certains éléments la font vaciller. D'abord, pourquoi n'aurait-il jamais touché aux 4 000 $ sur son compte en banque? Pourquoi serait-il parti en laissant son sac de voyage, ses affaires de toilette, ses livres et ses vêtements? Pour sa famille et ses amis de Cap-Breton, rien ne colle. Kenley était déjà indépendant. S'il avait voulu quitter l'université pour partir se lancer dans un nouveau projet, il l'aurait fait, sans inquiéter ses proches. Quant aux témoignages, la police rappelle qu'ils ne sont pas confirmés par des éléments matériels, car malgré leurs bonnes intentions, les témoins oculaires sont peu fiables. Des chercheurs de l'université de l'Ohio estiment que 52% des erreurs judiciaires sont basées sur de faux témoignages. La mémoire déforme le passé et construit même ses propres souvenirs. La piste du suicide est également avancée. Sarah confie souffrir de bipolarité. Elle n'exclut pas que son fils ait lui aussi expérimenté un trouble mental. Avant d'entrer à l'université, il semblait déprimé, toujours fatigué. Est-ce que son arrivée à Acadia, la reprise intensive des cours, l'alcool et la fête auraient pu déclencher un passage à l'acte? Pour ceux qui ont voyagé avec lui, il avait plus l'âme d'un explorateur philosophe que d'un dépressif. Où et comment se serait-il suicidé? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé son corps? L'hypothèse de l'accident a le mérite d'être cohérente avec des éléments matériels. Ça expliquerait les affaires dispersées dans sa chambre, son compte bancaire figé, et pourquoi il n'a prévenu personne de son départ. Mais si Kenley a quitté sa chambre le dimanche 21 au soir, avec l'intention de revenir y passer la nuit et d'aller en cours le lendemain, il n'a pas dû aller bien loin. Or, son corps n'a jamais été retrouvé. Enfin, il reste l'hypothèse du meurtre, qui expliquerait, tout comme l'accident, qu'il ait laissé en plan sa chambre, son compte et ses proches. Kenley aurait pu être tué par un autre étudiant ou par plusieurs étudiants. On sait qu'il s'est fait des ennemis à la fête de la Tour Crowell. Aurait-il été attaqué en représailles? Est-ce qu'un bizutage sur fond de colère aurait mal tourné? Les témoignages changeants de Todd Barker, Tom Gordon et Kirsten Tomlinson intriguent. Les enquêteurs ont même écrit noir sur blanc leurs soupçons portés sur Tom. Quant à la casquette de Kenley, rapportée aux policiers par Kirsten 5 mois après sa disparition, serait-ce le seul élément matériel dans cette affaire? Et comment ça se fait qu'elle ne se souvienne même pas de ça?
Si d'anciens étudiants d'Acadia sont responsables de la mort de Kenley, auraient-ils pu garder ce secret pendant plus de 30 ans ? Comme l'écrit Benjamin Franklin dans l'Almanach du pauvre Richard, 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. En désespoir de cause, la piste d'Andrew Paul Johnson devient finalement intéressante. Après tout, Kenley et lui ont pu se croiser le week-end du 12 septembre 1992. Quel meilleur suspect qu'un violeur et tueur en série prolifique de Nouvelle-Écosse qui a changé de voiture quelques jours seulement après la disparition. De plus, lors de l'interview menée par Ron Lamotte en 2016, il admet être attiré par les hommes. Et il admet aussi qu'il trouve Kenley très beau. Néanmoins, là encore, pas de preuves matérielles, pas d'ADN, rien. Et Andrew Paul Johnson n'a visiblement pas l'intention d'avouer quoi que ce soit, puisqu'il demande une libération conditionnelle tous les ans. Ne reste qu'une dernière piste, peu satisfaisante, celle d'Erin Smith. Difficile de savoir si elle est coupable de meurtre ou victime de dénonciations calomnieuses. De nouveau, aucun élément matériel ne permet de relier Jason Kenney à Kenley Mason. Au début d'une enquête, l'objectif est de récolter un maximum d'indices afin d'éliminer progressivement des hypothèses. Fermer des portes. Les témoignages ne suffisent pas. Or, dans l'affaire de la disparition de Kenley, les policiers n'ont pas photographié sa chambre, ni établi d'inventaire des objets retrouvés. Ils n'ont pas prélevé les mégots de cigarettes qui traînaient dans le cendrier, ni vérifié qui avait déposé 20 $ sur son compte en banque le lundi 22 septembre. Les enquêteurs n'ont pas non plus creusé cette histoire de voiture lavée le 24 septembre, la voiture de Kirsten, ou de casquette apportée 5 mois après la disparition. Certains témoins, Kirsten, Tom et Todd, auraient passé un polygraphe. Mais si leurs alibis avaient été vérifiés et leurs témoignages croisés, la bonne chronologie aurait sûrement été établie dès le début. Et pourquoi le policier de Wolfville en charge de l'affaire, Troy Allen, a pu continuer à diriger l'affaire alors que c'est un cousin d'Erin Smith? Comment se fait-il qu'Erin ait eu accès à des informations sur le dossier par son oncle, lui aussi policier? Parfois en colère, souvent désabusés, les proches de Kenley ne cesseront jamais de chercher la vérité. Pas seulement parce qu'il était un fils, un frère ou un ami. Parce qu'il était lui, tout simplement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment l'une des disparitions les plus folles que j'ai eu à traiter. On a envie de se dire que Kenley est encore vivant, qu'il est parti, qu'il a décidé de vivre sa vie autrement, mais c'est vrai qu'il était très proche de sa famille et qu'il avait absolument aucune raison de partir sans laisser de nouvelles. Difficile de croire qu'il soit parti sans rien, qu'il ait jamais utilisé son argent. Pour moi, ça me paraît assez improbable. Quand on refait sa vie, les 4 000 $, on les prend, on les utilise. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'est passé un accident ou qu'on lui a fait quelque chose. Mais je sais pas. Je serais super intéressée d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain épisode dans le podcast Disparu.